présent ici devant vous et devant des convaincus du développement durable. On est réunis pour parler d'éco-manifestations, donc si on parle d'éco-manifestations, c'est aussi pour améliorer la qualité de manifestations. C'est pour ça que j'ai baptisé cette présentation. Quand les organisateurs se sont adressés à moi et m'ont dit qu'est-ce que vous voulez, pourquoi est-ce que vous voulez que j'intervienne, etc. Ils m'ont dit tu as carte blanche. Alors je m'en excuse pour la vice-présidente auparavant, mais j'en ai profité. Et je reste modéré quand même, hein, donc vous inquiétez pas. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est les premiers mots que j'ai entendus. Donc dire, vous savez, je ne vais pas parler de développement durable. On m'a répondu, ah ben ça tombe bien, parce que le développement durable, c'est dépassé. C'est démodé. Et effectivement, aujourd'hui, le développement durable, eh bien, on entend des tas de choses par rapport au durable. C'est compliqué de mettre en œuvre. On ne sait pas vraiment comment faire. Ça coûte cher, parce que on construit des équipements HQE, ça coûte un peu plus cher que les équipements. À quoi ça sert? Et puis on dit que le sport, c'est déjà du développement durable en lui-même, puisqu'il s'occupe du bonheur des gens. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. D'un autre côté, on ne nous demande plus vraiment donc pourquoi se précipiter faire du développement durable. Et puis même certains disent que finalement c'est un piège, parce que quand on s'engage en développement durable, on peut toujours nous reprocher soit d'en faire trop, soit de faire à côté, soit d'en faire assez. Et donc à la limite, il est intéressant de ne pas bouger par rapport à ça. Donc c'est un peu comme ça que j'ai construit mon intervention. D'une part, c'est le développement durable, parce que c'est toujours d'actualité. On parle de transition durable, on sait bien qu'avec la crise d'aujourd'hui, ces préoccupations sont un petit peu en retrait. On a moins de pression des pouvoirs publics. C'est une mise en œuvre compliquée. Et pourtant, au final, j'essaierai de donner un certain nombre de perspectives, en tout cas celles que je nous invite à... J'essaie de suivre et je vous invite à suivre. Alors, le développement durable, est-ce que c'est une idée dépassée? Alors ça, j'ai fait un petit outil qui n'est pas scientifique, mais qui est uniquement pédagogique. En bas, vous avez l'échelle de temps, 60, ça démarre après la guerre, les années 60, jusqu'au temps présent, 2012, le sommet de Johannesburg. Et puis, en vertical, bien, en gros, c'est aujourd'hui, à l'instant d'aujourd'hui, le degré de confiance qu'on accorde à ce qui se disait à cette période-là. Sachant que, à chaque fois, naturellement, quand on commence à dire quelque chose, personne ne vous croit. Et puis on s'aperçoit que dans les années 60, ça commence avec le Club de Rome, avec des gens qui disent, mais avec les grandes catastrophes, la bombe atomique, finalement, on va dans le mur, il faut qu'on change, donc c'est la période de l'alerte. À l'époque, qui a cru ou a pris en compte ces universitaires américains qui s'étaient réunis dans ce qu'on a appelé le Club de Rome et qui lançaient cette alerte? Pas grand monde. Mais aujourd'hui, qui remet en cause l'idée que notre développement, finalement, on peut l'améliorer et il n'est pas si bien que ça? Je ne veux pas dire 100%, mais quand même un grand nombre de personnes. La deuxième étape, c'est le rapport Brundtland, et là, c'est le moment où on a commencé à étudier ces questions et on a un petit peu conceptualisé ce qui serait un bon développement et qu'on a appelé un développement durable, avec les 3 piliers, la gouvernance, etc. Aujourd'hui, cette idée de développement durable, elle est partagée par tout le monde. Le mot développement durable est devenu un mot commun, et quasiment tout le monde est capable de citer les différents piliers. Après est venu le temps de l'engagement. L'engagement le plus fort, c'est celui du sommet de la Terre, en 92, sur lequel il y a 180 pays qui se réunissent autour d'un agenda mondial. Bon, l'agenda mondial qui est de se donner un programme d'action. Aujourd'hui, on voit bien qu'à travers la Convention de Kyoto, les gaz à effet de serre, tout ce qui est social, le commerce équitable, les négociations au niveau du commerce mondial, de l'OMC, etc., tout ça se met en place. Et puis dernièrement, eh bien, se sont mis en place, je dirais, un programme d'action. Il y a que les choses deviennent moins audibles au fur et à mesure où le temps passe. C'est l'idée de Johannesburg dit 92, on s'est donné un programme, 2012, il faut le mettre en œuvre, et ils ont choisi 2 outils principaux pour le mettre en œuvre, qui est l'analyse de cycle de vie, et puis le bilan carbone. Et on voit bien, qu'est-ce qu'on peut conclure un peu de ce rapide survol? C'est que le développement durable, de toute façon, il a toujours fonctionné comme ce qu'on pourrait appeler une utopie positive, c'est-à-dire un espoir vers un futur qui serait meilleur.
Et puis qu'au fur et à mesure, et bien finalement, ces idées qui au départ sont marginales, progressivement sont de mieux en mieux partagées, elles sont de mieux en mieux conceptualisées, formalisées, progressivement de plus en plus de difficultés sont surmontées, et puis on considère quand même qu'il y a un certain nombre de progrès, voire insuffisants. Mais j'écoutais à la presse ce matin ou hier que finalement, en termes de, par exemple, de limitation des gaz à effet de serre, on était au-delà de ce qui était prévu et programmé dans les objectifs européens. On apprend que Obama va imposer 30% de réduction de gaz à effet de serre aux centrales à charbon américaines d'ici 2030. On voit bien quand même qu'il y a un certain nombre de progrès qui sont réalisés. Donc ce n'est pas forcément une idée si dépassée de ça. Je pense que c'est au contraire quelque chose qui ne fait plus l'actualité, mais qui est une vraie tendance de fond. Et cette tendance de fond, elle vient un petit peu perturber ou modifier notre manière d'appréhender la pratique sportive. Et là, j'ai pris que l'exemple de l'environnement, puisqu'on est sur les éco-manifestations. Si on regarde, pour dire que c'est une préoccupation quand même permanente des élus, et que la réglementation évolue toujours dans le même sens, dans le sens d'un développement qui serait plus responsable et plus écologique. Natura 2000, avec la généralisation des études d'impact. Et puis d'une manière générale, on a maintenant de plus en plus de territoires qui sont sous mesure de protection, soit légères, soit fortes, soit absolues. Et nos activités se déroulent très souvent dans ces territoires. Nous devons apprendre à en tenir compte. Zéro pesticide à l'échelon 2020, avec une accélération souhaitée par ce que beaucoup de communes, déjà y compris en Île-de-France, sont engagées dans le zéro pesticide. Tout ça a un impact sur nos activités ou la gestion des équipements. Sur les énergies fossiles, on parle bien sûr des gaz à effet de serre, il faut limiter, etc. Mais en fait, au final, c'est que les coûts des transports ça augmente tout le temps. Plus le coût d'énergie fossile, c'est-à-dire des carburants, augmente, plus ça coûte cher. Et ça influe sur le comportement des parents, qui ne veulent plus dépenser autant d'argent à se déplacer pour rien. Sur l'énergie, donc on voit qu'il y a de nouvelles normes qui se mettent sur les bâtiments sportifs, mais aussi sur ce qu'on a besoin pour servir nos équipements sportifs. Les pompes pour alimenter la rivière artificielle ou la vague de surf, c'est l'éclairage, c'est le traitement de l'air, le traitement de l'eau, donc tout ça influe sur aussi la manière dont on va organiser nos activités. Le football, il est certain que tout ce qui peut être organisé de jour, il vaut mieux l'organiser de jour plutôt que d'organiser de nuit. Et ça pèse sur l'organisation du championnat. Même chose pour l'air, l'eau. Et on pourrait faire même liste sur l'aspect social, sur l'aspect économique et sur les aspects de gestion de nos installations, de nos organisations. Donc finalement, tout ça, ça génère aussi une plus grande complicité, de plus grandes contraintes pour nos organisations sportives, dont il faut tenir compte pour faire partie du cadre global dans lequel s'exercent nos activités. Et puis au-delà, on a quand même une opinion, on a des partenaires, on a des collectivités, des pratiquants, qui eux sont de plus en plus sensibles à ces questions et qui sont porteurs d'attentes. Et si notre objectif quand même, c'est quand même le sport, c'est d'offrir des services de qualité à nos pratiquants, il faut répondre aux attentes de ces pratiquants. Et aujourd'hui, ces attentes en matière de qualité de vie, en matière d'environnement, font partie de leurs attentes et l'important d'y répondre. Et non seulement ils ont des attentes, mais en plus, ils sont de mieux en mieux informés. Ils ont de plus en plus de connaissances et de compétences dans ce domaine. Et puis on se rend compte aussi qu'ils ont des moyens de communication, les réseaux sociaux, qui sont de plus en plus forts. Et qu'il y a un vrai pouvoir, un vrai risque aujourd'hui à négliger ces attentes et avoir des comportements qui seraient en décalage avec finalement l'exemple le plus simple, c'est tous ces enfants qui à l'école apprennent dans les leçons de choses, dans les leçons d'environnement maintenant, ou des sciences et de vie de la Terre, un certain nombre de choses à faire en termes de traitement des déchets, des techniques d'énergie, d'économie d'eau, et qui verrait un équipement sportif ou une installation, une association sportive qui gère ses activités comme si de rien n'était, se trouve vraiment en décalage avec ses attentes. Il y a, je pense, des choses dont il faut tenir compte. C'est donc des risques nouveaux. Alors face à ça, quelle attitude adopter? Alors ici, j'ai repris
un exemple de chercheur américain, tout à fait en bas de la flèche, c'est une attitude possible. Hein. On peut l'appeler l'attitude du Titanic. C'est-à-dire, je les ignore ou j'en ai rien à foutre. Finalement, je continue comme avant. Ça existe, il ne faut pas se coller la face. C'est une liberté de chacun. Et puis, à l'autre bout, eh bien, finalement, on a des attitudes qui sont plus actives, plus positives par rapport à ces questions. À la fois, je m'améliore, j'économise l'énergie, je fais des économies, je diminue les kilomètres parcourus, je fais des économies, j'économise comme ça. Voilà, j'améliore l'efficacité. Mais au-delà de faire cet aspect purement utilitaire d'économie, parce que c'est un retour immédiat, mais je vais essayer d'innover. Et puis au-delà, là c'est, au contraire, moi, ces questions-là, aujourd'hui, j'en fais ma force. Et on a des exemples dans la région qui le montrent. Et je me différencie par rapport à tous mes concurrents en investissant massivement dans ce domaine-là et en participant à l'élaboration. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle le territoire de plan durable, ou les territoires de plan durable? Mais aujourd'hui, c'est vrai, finalement, tout ce qui va être au-delà de la réglementation. Appliquer la réglementation, c'est le minimum. En dessous, vous êtes en faute. Souvent, on est en dessous parce qu'on par ignorance, par méconnaissance, involontairement. Mais le développement durable, ça ne commence pas à appliquer la réglementation. C'est pas parce que je fais des notices d'impact pour organiser un événement sportif dans une réserve qui relève de la réglementation naturelle 2000 que je fais du développement durable. Là, j'applique la réglementation. Donc il faut aller plus loin, s'améliorer, innover, faire de la recherche et du développement. Donc, et en faisant ça, s'améliorer, j'améliore l'efficacité de mes activités pour moi-même, j'innove, j'apporte une contribution à mes activités et aussi plus largement de ça, je me différencie, ben finalement le développement durable, il améliore, il apporte de la qualité à mes organisations sportives, et choisir le développement durable, c'est choisir la qualité, et c'est choisir de donner plus d'intérêt, plus de valeur à ces activités. Si on peut les décliner, meilleure efficacité, je prends davantage de contraintes en compte, puisque je suis obligé de faire le tour de toute la réglementation, au moins je vois si le minimum c'est d'être capable de répondre à toutes les contraintes. J'apporte des réponses plus adaptées, j'améliore mes services, ça permet de mieux gérer son projet, on verra un peu plus tard à travers des démarches de management de la qualité, je gère mieux les risques de ma réputation, les réglementations, j'anticipe les impacts en les préparant à l'avance. Et puis, j'améliore ma communication. Donc, le développement durable, aujourd'hui, je crois que ce n'est pas une valeur qui est complètement dépassée, mais c'est aussi une manière d'améliorer la qualité de ces manifestations, à la fois à travers les activités et aussi en améliorant, je dirais, sa réputation. Mais la réputation, c'est quand même assez fondamental dans le domaine du sport, parce que nous, on est là avec un projet qui est un projet de qualité de vie pour les sportifs. Donc, être capable de communiquer sur la qualité, sur ce projet et sur la qualité de ce projet sont des choses qui sont essentielles pour le sport. Alors, cependant, ce n'est pas facile. J'ai mis ici simplement un certain nombre pour montrer que le développement durable, ce n'est pas une notion qui est simple à définir. J'ai mis simplement 3 schémas. Il en existe des tonalités. Bon, celui-là, tout le monde le connaît, avec le durable qui est au milieu. Ici, c'est ceux qui disent « Ah ben attendez, l'environnement n'est plus du tout. Si vous ne vous occupez pas de l'environnement, il n'y a pas de vie du tout, donc vous pouvez rien du tout. » Bon, voilà. Et puis ici, il y a des gens qui disent « Ah mais finalement, il y a aussi la gouvernance. » Donc autant de personnes, autant de définitions du développement durable. La deuxième chose qui a des difficultés aussi, c'est que par définition, le développement durable, c'est un objectif qui n'est jamais atteint. C'est une chose qui est sans fin. On ne peut pas se dire, je vais engager une action, et demain, paf, je vais avoir réussi, j'ai atteint mon objectif. C'est une démarche risquée, puisque effectivement, on peut se voir sans arrêt attaquer sur le greenwashing ou sur des efforts qui sont insuffisants. On dépend des autres. C'est pas demain qu'on va améliorer les moyens de transport, avoir des voitures propres, avoir des transports en commun qui desservent toutes les installations sportives. Donc
on est limité dans nos actions, et puis aussi une relative désaffection, je pense que c'est pas la vérité en ce moment. Autre difficulté, on a des outils, je dirais à la limite maintenant, aujourd'hui on commence à en avoir trop. Des outils techniques, des outils thématiques, bilan carbone, des guides handicap, etc. Des guides, Maël vous en parlera, mais le ministère tient un inventaire des guides et des chartes et des documents qui existent, qui doit faire une quarantaine de pages maintenant. Hein, voilà. Donc comment s'y retrouver dans ces guides, quel est le bon, hein, où je vais trouver le bien. Des outils d'évaluation, des labels, des certifications, des normes, des outils de management, des documents cadres, l'agenda 21, la SND, la stratégie nationale des bons durables, y compris trajectoire de sport, des chartes, des engagements. Donc finalement, où s'y retrouver, où trouver une bonne boussole pour se retrouver dedans, comment est-ce que je vais savoir ce que c'est qu'une bonne pratique par rapport à d'autres. Une fois que j'ai fait une manifestation, et puis que j'ai fait un certain nombre d'efforts en matière de transport, en matière les gobelets, en matière de gestion de déchets, qu'est-ce que je vais faire l'année suivante? Je vais faire un peu mieux. Puis la troisième année, qu'est-ce que je fais? Et là, souvent on est en panne, et puis on change d'objectif, et on arrête parce qu'on n'a pas justement les moyens de progresser, parce qu'on n'a pas cette stratégie d'amélioration continue. Comment se former, comment échanger, etc. Quelle perspective? On est ici sur les éco-manifestations. Moi, je pense qu'il faut mettre maintenant dans le terme éco autre chose que la seule dimension environnement. Le sport n'est pas obligé de parler d'environnement. Pour moi, l'environnement dans le sport, c'est une punition. C'est-à-dire, on est aujourd'hui des gens qui ne sont pas respectueux de la nature, parce qu'on y va, on a des activités, parce qu'on consomme de l'énergie, parce qu'on a des déchets. Et donc, pour que nous, on soit plus vertueux et plus acceptable, il faut qu'on s'achète une bonne conduite en étant écologique, donc éco-environnement. Et c'est passé complètement sous silence la capacité que le sport a, à travers sa dimension sociale, à travers sa dimension économique, à travers l'impact qu'on a sur les territoires, à apporter des choses positives à la construction d'un monde plus durable. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important, dans ce terme éco-environnement, d'introduire non seulement la dimension environnement, mais aussi les autres dimensions du plan durable, qui sont le social et l'environnemental. Et aujourd'hui, on voit que ce mouvement est en route au niveau international, et il se traduit, alors je ne dévoilerai pas, mais ici par ce qu'on a appelé en 1997 la Global Reporting Initiative. C'est des grandes organisations qui se sont rassemblées pour dire, mais nous, quand on veut témoigner de ce que l'on fait en matière de monde durable, comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'on est capable de définir ensemble des critères et des normes? En 2000, c'est l'ONU qui s'en est mêlé à travers le Global Compact, qui est un 10 principes à laquelle on demande d'adhérer. Vous pouvez adhérer en tant qu'association, vous allez sur le site internet et vous pouvez vous inscrire à adhérer. L'Europe s'y est mise en 2001, et puis en 2010, plus récemment, eh bien, il y a eu la production de la norme ISO 26000 et de la norme ISO 20121 qui est parue en 2012 à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres et qui sont aujourd'hui des normes qui font aujourd'hui référence en matière de management des événements durables. Alors je vais développer un petit peu ces deux normes, pas pour que on les applique, parce que ce sont des outils qui sont un peu complexes, mais pour s'inspirer un petit peu de l'esprit de ces outils en disant aujourd'hui, quand on veut gérer de manière durable nos événements, quels éléments il faut prendre en compte, quelles orientations il faudrait prendre pour s'inspirer en termes d'esprit. La norme ISO 26000, c'est une norme de gouvernance. Elle explique, en gros, elle va vous être utile à dire, mais comment définir et comment construire une politique de développement durable. Alors, ce n'est pas quelque chose qui sert à mesurer des résultats, elle n'est pas certifiée, si on ne veut pas la valider. Et elle doit dire, voilà. Alors, ça c'est le tableau schématique de l'ISO, je ne veux pas l'expliquer en détail, je vais juste en souligner les principaux points. La première des choses, c'est d'abord, qu'est-ce que je veux? Quelle est ma responsabilité sociale? Qu'est-ce que moi je veux?
qu'est-ce que je porte en moi comme message, et qu'est-ce que j'ai comme responsabilité vis-à-vis de mon environnement. C'est cette interrogation qui est préalable. La deuxième chose, c'est qui sont les gens, les parties prenantes, c'est-à-dire les gens qui sont influencés par mon action en tant qu'organisation. Donc cette idée aujourd'hui, ça ne consiste pas à dire aujourd'hui j'ai une manifestation, je vais avoir des déchets. Comment est-ce qu'on peut faire pour économiser les déchets? Je crois que l'idée c'est de partir plus en avant, plus au niveau du projet. La deuxième des choses, c'est que cette norme, qui commence maintenant à faire référence au niveau mondial, elle aborde ces questions de responsabilité sociale et environnementale à travers 7 questions clés. Ces questions clés, c'est l'environnement, bien sûr. Ça va être des questions relatives aux consommateurs, les relations qu'on a avec nos pratiquants, les relations qu'on a et l'impact qu'on a sur les territoires, avec les communautés qui sont autour de nous, la loyauté des pratiques, la question des droits de l'homme, et là-dedans, nous, au sport, on peut mettre l'accessibilité, on peut mettre la question de l'insertion, l'accès, les relations et les conditions de travail, on les ignore en général, mais pourtant, est-ce qu'on réfléchit vraiment aux conditions qu'on offre aux bénévoles qui viennent travailler sur nos manifestations en matière d'accueil, en matière de sanitaire, en matière d'alimentation, en matière de contrôle. Pour moi, je pense que c'est des choses qu'on peut raisonnablement prendre en compte dans le cadre de manifestations. La deuxième étape suivante, c'est de traduire ces orientations en action à travers un certain nombre de domaines. Donc je les mettre en œuvre. Et puis l'autre aspect, le dernier aspect qui est important, c'est celui des principes. C'est la manière dont je vais témoigner et je vais rendre compte de ces engagements. Aujourd'hui, très souvent, quand on organise des activités dans une façon durable, bien on le fait, puis comme toutes les manifestations, une fois que le dernier sac de poubelle est fini, et une fois que le dernier bénévole est parti, eh bien on arrête tout. Donc le travail consiste à évaluer, à tirer un bilan, à imaginer ce qu'on pourra faire demain et à communiquer pour rendre compte à l'ensemble des parties prenantes de la manifestation. Ça, c'est l'ISO 26000. L'ISO 28121, elle s'inspire aujourd'hui de l'ISO 26000 pour savoir ce qu'il faut faire, et elle vous propose une stratégie de mise en œuvre. C'est le processus de réalisation de la manifestation. Et donc la première des choses, même chose, c'est s'interroger sur les besoins, sur mon projet et sur les besoins des gens qui sont influencés ou qui participent à la manifestation. Et puis après, c'est la transparence de la communication vis-à-vis de... Au milieu, c'est une démarche projet, tout simplement, mais un peu formalisée de manière... Je définis quoi faire, je planifie, je le fais, j'évalue, j'adapte mon action et j'adapte mon action. Et avec des fonctions, support, ces principes-là, on les met à travers les ressources humaines, les achats, maintenant sécurité, énergie, eau, et puis le processus de management. Donc voilà aujourd'hui un peu les standards qui se dessinent en matière de gestion responsable et durable des événements ou des organisations sportives. L'idée principale, c'est de ne pas se limiter simplement aux questions d'environnement, c'est d'élargir aux questions sociales, économiques et de gouvernance. C'est aussi de mettre en œuvre avec des outils qui sont aujourd'hui à valeur un peu internationale et qui sont d'actualité. L'agenda 21, il existe toujours. Il a eu son utilité. Nous sommes maintenant presque une vingtaine d'années plus tard. Je crois qu'il est peut-être temps de passer à une autre période. Et pour cette mise en œuvre, je crois qu'il est intéressant de s'appuyer sur les outils de ce qu'on appelle la responsabilité sociale des organisations ou la responsabilité sociale des entreprises, qui est
Et le faisant, c'est une manière pour nous d'améliorer nos manifestations et de donner davantage de qualité à nos activités, nos équipements et nos manifestations. Merci beaucoup. Donc le sens de l'intervention de Denis, vous l'avez bien compris, c'est un propos de cadrage par rapport à l'après-midi, par rapport aux 3 tables rondes qui vont s'en suivre. Donc ça appelle